C'est les aléas du direct. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, du coup, on parlait de Silent Hill, ouais, le premier film qui était plus ou moins une bonne surprise, je pense, même si aujourd'hui, si on découvrait le premier aujourd'hui, on le reverrait à la baisse, à mon avis. Ouais, bah en fait, le problème du premier, c'est qu'il. Alors, je vais un peu paraphraser ce que disait Karim Debache dans sa chronique. Allez voir la chronique de Karim Debache sur Silent Hill, elle est vraiment cool. Mais je vais un peu paraphraser ce qu'il dit, c'est que, en fait, le film, il a ce double film où tu as le film à Silent Hill et le film avec Sean Bean à côté, qui cherche sa femme parce qu'elle a disparu et son enfant. Et en fait, c'est les studios qui ont voulu ça, et c'est un vrai point faible dans le film, parce que ça tue tout le propos sur le matriarcat et tout derrière, quoi. Donc c'est un peu la faiblesse du film. Puis en plus, le rythme il est un peu cassé à cause de ça, tu vois, je trouve aussi. Mais Ouais. d'ailleurs, c'est le même problème dans ce film-là, parce que du coup, bon, on peut démarrer sur Retour à Silent Hill. En vrai, j'ai trouvé ça vraiment à chier, en gros. Je crois que ça, pour l'instant, c'est le film le plus bas dans ma liste de cette année. Et il va y rester pendant un moment, malheureusement, parce que, comme on l'a dit, hein, tous les deux, on n'est pas des fans du jeu, parce qu'on n'a pas du tout fait les jeux, il paraît qu'ils sont très bien et tout. Mais en tant que film en lui-même, il n'y a rien qui va. En termes de cinéma, il y a des gros problèmes. Ouais. Et en fait, il y a cette phrase que j'ai de la chronique de Karim Debache où il disait on n'est pas prisonnier de Silent Hill le jeu, mais de Silent Hill le film, pardon, mais de Silent Hill le jeu. Et ouais, c'est encore pire maintenant, parce qu'en fait, le problème du premier, c'est tu vois, tu trouves un item, tu avances dans une nouvelle zone, et ben t'as encore plus ça dans celui-là, et ça se ressent encore plus fort. Ouais, je trouve le scénario un peu cousu de fil blanc. Et puis les zones, elles sont fermées, en fait. Tu sens que quand il sort d'une zone, il va aller dans une autre, et tu verras plus l'autre zone, enfin la zone on précédente. dirait vraiment que c'est des niveaux, en fait. Ouais, et tu perds tout le bestiaire, parce que par exemple, je pense que la scène avec les infirmières, c'est quand même une des meilleures scènes du film. Les infirmières, on parle de... Sans De spoil. Retour à Silent Hill. Ouais, mais sans spoil. Ouais, les infirmières qui ont les yeux bandés, qui marchent bizarrement un peu comme des poupées. Oui, d'accord. Je pense que c'est la meilleure scène du film, et pourtant elle perd tout son impact parce que elle dure quasiment pas longtemps, et derrière on change de zone et tu vois plus jamais les monstres. Après, en vrai, c'est pareil, mais en gros, il y a plusieurs problèmes. Déjà, le budget est divisé par deux. Et du coup, les effets spéciaux sont vraiment à la limite de la série Z, des fois. À la limite de rigoler, honnêtement. Franchement, il y a des fois où j'étais à deux doigts du fou rire. Il n'y a pas une seule fois où j'ai eu une tension, de la peur, ou rien, zéro. Même Pyramid Head, il fait pas peur, quoi. Non, Donc, c'est un peu le problème. Et Mystique, il a pas fait les jeux, Franck, pour le coup. Non, je les ai pas fait. Mais il paraît que c'est très bien, et je pense que l'univers est très cool et tout, mais on le ressent pas du tout dans le film. Je trouve vraiment, il y a rien qui fonctionne. Et c'est triste parce que il paraît que le scénario du jeu est très cool, mais là, honnêtement. Ouais, mais le problème du scénario du jeu, c'est que la fin, elle dépend de ton expérience de jeu, en fait. Et en fait, pour faire un film comme ça, il faut faire un choix sur ta fin. Là, il fait un choix et il fait une double fin qui marche pas du tout. Donc, c'est un peu le problème de ce film. Enfin, il n'y a rien qui marche dans le film, en fait. C'est un peu le problème. Puis c'est vrai qu'en plus, il y a souvent des trucs, tu l'as dit, qui font très niveau, en fait, où il se retrouve dans une situation. Il y a un monstre qui arrive, il est dans une situation où normalement le personnage devrait soit mourir, soit il se passe quelque chose de très grave, et ça s'arrête, écran noir. Ouais. Et une autre situation est en mode, du coup, jamais tu peux avoir peur pour le personnage principal, parce qu'en fait, rien de ce qui lui arrive n'a d'impact sur ce qui se passe sur l'histoire. Et en fait, au bout d'une heure et demie, enfin non, en vrai, au bout de 20 minutes, j'étais déjà gavé. Et en plus, il y a un autre défaut qu'on n'a pas dit, mais j'ai l'impression que le réalisateur, il a voulu rendre son montage un peu dynamique, je sais pas, mais on dirait limite des fois c'est à la frontière du montage vlog de quelqu'un qui va mettre des effets partout sur des montages de voyage. La caméra bouge tout le temps sans aucun intérêt, et je comprends vraiment pas pourquoi ils ont fait ça. Et ça m'a fait penser à moi, tu sais, quand je faisais des montages de voyage, tu mets 1 minute 30 et tu dois mettre plein d'effets possibles. Aucun effet n'a du sens, mais c'est juste du style. Et là, c'est vraiment ça, tout le film. C'est vraiment, il y a des moments où je suis en mode, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Ouais, les fans sont en colère, hein, parce que nous on était dans une salle de ciné, il y a une meuf qui s'est levée après et qui nous a dit ils ont chié sur le jeu, je suis très en colère, et elle s'est barrée. Et on a vu plusieurs personnes partir pendant la pendant séance. Le film, ouais. C'est rare. Pourtant il n'y avait pas grand monde en plus pendant cette séance là. Non, c'était à 18h genre un mercredi. Ouais, c'est quoi, ça, ouais. c'était à 18h un mercredi, et le peu de monde qu'il y avait, ils se sont barrés assez vite, quoi. C'est un ratage complet. Moi, je suis très triste en vrai, hein. Je suis pas énervé, je suis juste triste de ce qu'ils aient raté Retour à Silent Hill, parce qu'en plus le jeu numéro 2 c'est la masterpiece normalement, donc
Ouais, je suis triste. Ouais, je suis d'accord avec C'est dommage. avec Parce que Mystique, je pense qu'il vaut mieux faire le remake du jeu sur Play que faire le film, honnêtement. Franchement, passez votre chemin. ouais, ou regardez-le sur Netflix quand il sortira, ou je sais pas quoi. Ouais, en faisant autre chose à côté. En faisant autre chose à côté. De toute façon, l'histoire, elle est pas spécialement très compliquée. Donc vous allez pas vous perdre dans l'histoire. Non, Ils ont simplifié plein de choses. Donc, c'est dommage, mais c'est tout, Ouais. c'est un échec. Franchement, je pense que ça va rester malheureusement longtemps dans le bas du classement et je le conseillerais pas, c'est tout. C'est un mauvais film, c'est pas un nanar, c'est pas assumé en tant que nanar, c'est un mauvais film, c'est un film raté. Non, c'est ça. Donc je sais pas si tu veux ajouter quelque chose dessus, mais on en a pas mal à traiter, donc à mon avis, on peut continuer. Hein. Non, bah j'ai pas grand chose à dire sur Silent Hill, voilà, c'est la tristesse quoi. Bon, du coup, on va changer complètement d'ambiance. Mystique, je sais que tu as adoré aussi. Et ça a été une très belle surprise de ce mois de février parce que c'est un film sur lequel il y a eu zéro com, je trouve. Alors juste avant de parler du film, là, je voyais le commentaire. Ouais. Prochain jeu d'horreur, RE9. Alors moi j'ai un peu arrêté les jeux d'horreur. J'y ai joué jusqu'à la ma GameCube parce que c'était pas encore assez réaliste pour que j'ai peur. J'adore les films d'horreur, mais les jeux d'horreur, c'est un truc qui... Enfin, déjà, quand je jouais à Resident Evil 1 sur GameCube, il y avait un gap de graphisme à ce moment-là. Ouais, et il faisait vraiment flipper. J'ai eu du mal à le finir. c'est plus le même jeu maintenant. Non, c'est plus le même jeu. Et alors là, Hero 9, mais non, il me fait trop peur. Il me fait trop peur. Et pourtant, je suis trop content. Il y a Léon qui revient. Bah, je connais rien de la licence Resident Evil, mais je sais qu'Auré, il les fait tous et bon. Bah, si tu les as tous faits, t'as eu du courage de faire le 5 et le 6, hein, parce qu'a priori, c'était vraiment pas bien. Non, je crois qu'il les fait tous depuis la Play 5, donc depuis le 7, si je dis pas de conneries, mais il nous confirmera ça dans les commentaires. Dans le chat, on n'est pas sur YouTube. C'est vrai. Et du coup, complètement grand écart total, parce qu'après avoir vu Silent Hill, on va y arriver. On est passé sur Rental Family, le nouveau film de Brendan Fraser. Je crois qu'il est sorti l'année dernière réalisé aux États-Unis. par Hikari. Ouais, c'est un film américano-japonais. Ouais, plus japonais qu'américain quand même. Ouais, en vrai. Parce que tout se passe au Japon, que même Brendan Fraser parle japonais dans le film, et ça fait du bien. Il parle très bien japonais d'ailleurs, ça m'a surpris. Après, c'est un gaijin qui dit ça, donc ça se trouve, il parle pas bien et c'est juste moi qui suis facilement impressionnable. Non, je trouve que par rapport aux autres personnes qui parlent japonais, je trouve qu'il parle très bien. Ouais, il s'en sort bien. Il s'en sort super bien. Et c'est un film à l'opposé de Silent Hill, parce que c'est un film feel good. Le pitch, pour ceux qui n'ont pas vu, parce que c'est quand même un film qui a pas eu beaucoup de com. Et j'aimerais bien en faire la promotion, parce que c'est vraiment un super film. Et du coup, c'est Brendan Fraser, qui est un peu un acteur raté au Japon, qui vit au Japon depuis une dizaine d'années à peu près. Et qui se voit engagé pour jouer justement dans la vie de certaines personnes un rôle particulier pendant une certaine période. Voilà. Ce qui est un truc qui existe vraiment au Japon. Ouais, pour le coup, c'est vrai, tu peux louer des amis et louer du coup ce genre de performance d'acteur dans ta vraie vie. Donc c'est un truc qui existe vraiment au Japon et c'était vraiment ultra bien foutu parce que c'est vraiment le genre de sujet qui pourrait être traité, tu sais, de manière très cynique, du genre les Japonais ils sont trop bizarres, ils ont besoin de ça et tout. Ouais. Et c'est fait avec beaucoup de respect et je pense que c'est pour ça que tu dis, je pense que c'est beaucoup plus japonais parce que avec beaucoup de pudeur aussi. Ouais, c'est ça. Et il y a un truc Brendan Fraser dans le regard et dans le jeu où il a besoin de pas en faire des caisses pour transmettre une émotion incroyable. Et je pense que c'est le meilleur acteur qui pouvait jouer ce genre de rôle en fait. Ouais, non, mais clairement. Parce t'as l'impression qu'il est fait pour faire ce genre de rôle un peu émouvant et tout. Bon, on l'avait revu dans The Whale, c'était il y a 2 ans, c'est ça 2-3 ans ouais, au moins 3-4 ans maintenant déjà. Ouais. Et c'était incroyable et c'était son grand retour en tant qu'acteur. Et du coup, je suis content de le voir dans ce genre de film. Merci Aronofsky. Ouais, c'est vrai, hein, c'est lui qui a fait ça. Et comment dire, je suis un peu déçu parce qu'apparemment, il parle de refaire une suite de La Momie avec les acteurs originaux. C'est pas qu'il parle, c'est que c'est acté. Ouais, ça avec va arriver, les acteurs originaux de La Momie, dont Brendan Fraser rempilerait. Après, moi je le comprends. Hein. Pourquoi ne pas rempiler dans ce truc-là alors que ça va ramener de la thune parce que ça va jouer sur la nostalgie et tout. Mais je préfère le voir dans des films comme ça que dans un remake, dans un sequel de La Momie. Après, si ça lui permet de vivre et derrière de faire des films comme ça, ouais, moi, ça me dérange pas. Là, il va faire un espèce de sequel, reboot, enfin, comment ils appellent ça dans... Comment ça s'appelle
dans Scream 5 ou Scream 6, ils appellent ça un requel, un reboot sequel, tu vois. J'ai trouvé ça assez drôle qu'ils appellent ça comme ça, mais c'est ce qu'ils vont faire avec La Momie, et normalement ça sort en 2028. De là à ce que le projet tombe à l'eau, il n'y a pas 3 km non plus. Non, c'est vrai, Normalement mais... c'est acté. Mais bon, écoute, j'irai voir ça par curiosité, mais je préfère le voir dans du cinéma comme ça. Et c'était un des meilleurs trucs que j'ai vu ce début de mois là, franchement. Et la salle, quand j'ai été, malheureusement, il y avait personne, quoi. Je sais pas toi. Ah, nous il y avait du monde. Ah ouais. Ah oui, c'était une petite salle par contre dans le Majestic, mais il y avait du monde, et on était bien serrés. Parce que moi, j'ai pas l'impression que c'est un film qui a eu beaucoup de promos quand même, tu vois. Et... Il a pas eu beaucoup de promos, je crois qu'il est déjà plus au ciné par contre. Ouais, c'est dommage. Je crois que je l'ai pas revu. Parce que c'était vraiment le genre de film qui fait du bien, et que surtout en période d'hiver, tu sais, t'as besoin de regarder, ça fait du bien, tu vois. C'est très feel good, c'est très gentil comme film. Même si, en fait, ce rôle d'acteur dans les vies des gens, en fait, la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit au début, c'est quand même hyper dangereux, parce que quand on voit la petite fille là sur l'affiche, ouais, il joue son daron. Il joue un faux père pour la petite fille. C'est méga dangereux, parce que c'est terrible avec l'attachement et tout, enfin, c'est pas pour spoiler, mais c'est quand même dangereux de jouer ce genre de rôle. Alors que quand c'est un ami de quelqu'un, bon, voilà, c'est un ami, tu viens jouer au jeu. Enfin, il le fait dans le film, il va jouer aux jeux vidéo avec un mec parce qu'il loue un ami, tout ça. Mais il y a des situations qui sont quand même dangereuses, quoi. Ouais, mais je trouve qu'il arrive à en traiter sans être cliché, et ça fonctionne bien, je trouve. Et c'est très bien traité. Moi, j'adore ce film. J'ai trouvé ça vraiment très, très bien fait. Le fait que ça soit réalisé complètement au Japon, que Brendan Fraser parle japonais sur une grosse partie du film et tout, je trouvais ça hyper respectueux. Puis il y a une très belle photo, on l'a pas dit aussi, mais Tokyo est très bien filmé. Très beau, c'est super bien filmé. Il y a des paysages de dingue. On peut pas tout en dire, mais il y a des personnages de ouf aussi, hein, je pense aux vieux. Ouais, je suis d'accord. L'ancien acteur. L'ancien acteur qui est superbe. Enfin, non, le film est nickel, quoi. C'est trop bien. C'est dommage qu'il ait pas eu autant de promos, quoi. Non, mais je pense que c'est un film qui marchera bien après, mais en tout cas. Ça marchera bien, même sur les plateformes. Mais en fait, je pense qu'il a eu de la notoriété sur les réseaux sociaux, parce qu'après, moi, je l'ai vu pas mal passer sur les réseaux, sur Twitter et tout. Il y a pas mal de gens qui en ont parlé. Alors après, c'est pareil, il y a eu tellement de films qui sont sortis ce mois-ci que je pense qu'il est passé un peu aux oubliettes. Oui, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec Auré. Après, tu compares ça, enfin Mystique, tu compares ça avec Hamnet et tout. Pour moi, ça a rien à voir quand même. C'est deux films qui ont rien à voir. Ah ouais, non, ça a rien à voir avec Hamnet. Hein. Ouais. Et puis, Hamnet, c'est un film à Oscar. Donc, c'est ça a une vocation complètement différente. Déjà, tu le vois dans la réal. Chloé Zhao, c'est une habituée des Oscars. Elle avait déjà fait Nomadland. Bah, elle a déjà un prix, hein, d'ailleurs. Ouais. En termes d'émotion... Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est différent. C'est différent quand même. C'est différent, ouais. De toute façon, ça va pas te chercher de la même façon. Non, non, pas du tout. Après, et moi j'ai adoré Hamnet, hein, par contre. Après, je peux comprendre qu'on reste hermétique à Hamnet, c'est particulier. Ça peut faire un peu arty, mais tu l'as dit, c'est un film qui est fait aussi pour avoir des Oscars, donc c'est normal, quoi. Bah, et puis, tu vois, c'est un film un peu tire-larme. Oui, et tu le vois venir, le côté tire-larme, mais c'est très bien fait. Et elle a cette force, Chloé Zhao, qui fait que ça marche. En fait, je trouve qu'elle est très forte dans sa réal. Pas sur tout le monde, mais sur moi, ça a marché aussi. Ouais. Et même si je m'attendais à ce qui allait se passer, bah moi j'ai chialé à la fin. J'ai trouvé ça triste. Ouais, moi ça m'a touché aussi. Mais surtout la scène de fin. La scène de fin, elle est incroyable. Elle est superbe, la scène de fin. Et Jessie Buckley, elle est exceptionnelle. Et en fait, on peut dire ce qu'on veut sur la réalisation de Chloé Zhao qui est top et tout, mais Jessie Buckley, elle fait tout. L'actrice, et moi, tu vois, elle m'a impressionné parce qu'elle a un truc dans le regard, un peu comme Brendan Fraser aussi. Elle est exceptionnelle, elle est possédée dans le film. Et à la base, j'étais pas très chaud pour aller voir The Bride, le nouveau film de Frankenstein avec Christian Bale et justement Jessie Buckley. Et je veux aller le voir juste parce qu'elle est dedans. Juste pour moi aussi. Mais juste pour ça. Mais tu vois, en ce moment, on voit pas mal les bandes annonces de The Bride parce que c'est le prochain film qui sort, c'est la semaine prochaine. Plus je regarde les bandes annonces, plus j'ai peur quand même. Moi, je vais aller le voir juste parce qu'elle est là. Et elle va bien jouer, hein, ça c'est pas un souci. Je le vois déjà dans la bande annonce. Mais j'ai peur d'être déçu. J'ai peur d'être déçu par Christian Bale parce que Christian Bale dans ce genre de film, c'est tout ou rien. C'est ça le problème. On en parlera la semaine prochaine, hein, sûrement, mais du coup, en format court, à mon avis, c'est fort possible qu'on le fasse. Mais oui, en tout cas, pour terminer sur Rental Family, bah, allez-y, Franco, parce que. Ouais, c'est beau comme film. Ouais, je peux pas critiquer ça négativement, c'est pas possible. Non, moi non plus.
Bon, dans un autre registre, mais toujours côté Asie, du coup, on a fait aussi ce mois-ci Aucun autre choix, qui est le nouveau film de Park Chan-wook, qui est pour toi un réalisateur que t'adores aussi. Ah, moi j'adore Park Chan-wook. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est le réalisateur d'Oldboy. Oldboy qui a, quand il a débarqué en 2003, je crois, il a tout pété sur son passage. Je crois que je me demande s'il a pas eu la Palme d'Or à cette époque-là, je crois, à Cannes. C'est pas impossible, hein, ouais. Le film, il a cette scène au marteau qu'on voit en mode jeu vidéo en 2D, tu vois, qui est vachement repris dans plein de films. Aujourd'hui, quand tu vois une c'est scène tout, en 2D tout le dans jeu un de couloir, Sifu, c'est ça. Il y a ouais. tout un niveau de Sifu, c'est Oldboy tout le long. Et Oldboy, en plus, c'est d'un malsain au niveau de l'histoire. Moi, c'est une histoire qui m'a marqué parce que c'est ultra malsain, quoi. J'allais dire The Raid aussi, qui est inspiré un peu de ça aussi. The Raid ? Ouais, The Raid. Alors, The Raid, c'est pareil, c'est un de mes films d'action préférés, The Raid. Mais alors, par contre, on est plus sur de la Corée, on est sur un film américano-indonésien. C'est un réalisateur américain qui tourne en Indonésie, qui est fan de l'Indonésie. Je me rappelle plus comment il s'appelait. C'est pas Gareth Edwards, c'est un Edwards aussi, je crois. Mais pas Gareth Edwards, c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais je crois que c'est un nom en Edwards aussi, son nom de famille. Mais bon, j'ai plus le nom de famille, le nom du réalisateur de The Raid. Mais il s'est pas mal inspiré de cette scène-là pour certaines scènes de The Raid. Et alors, si vous voulez avoir un film d'action, The Raid, c'est extraordinaire. Mais Park Chan-wook, quand il a sorti Oldboy, il a retourné tout le monde. Ah, vraiment, moi, c'est un film, le twist, je me suis dit, mais il est pas bien dans sa tête, ce mec. Non, mais vraiment, le twist, il est horrible. Je pense qu'il est pas bien, parce qu'avec ce film-là, pareil, c'est très très noir. Ouais, alors, il a décidé pour Aucun autre choix d'adapter le roman Le Couperet. Donc, on l'a dit dans notre format court. Le Couperet, ça avait déjà été adapté par Costa Gavras en 2005, avec dans le rôle principal José Garcia. Et j'ai pas vu, il faudrait que je le voie en vrai. Et moi je te le conseille. Alors le film français a peut-être un peu mal vieilli, il devait faire un peu cheap sur les bords, mais il n'y avait pas un gros budget. Et derrière, tu vois José Garcia dans un registre qui n'est pas comique. Et du coup, c'est un très grand acteur en plus. C'est super. Garcia. Mais moi j'ai découvert José Garcia dans ce film parce que jusqu'en 2005, c'était le mec qui fait Jet Set, quoi. Ouais, bien sûr, mais c'est le mec qui fait La Vérité si je mens. Je trouve que c'est un mec aussi fort en humour qu'en film dramatique et tout. Il y a quelque chose d'incroyable. Ouais. Et là, alors pour l'histoire, donc c'est un mec, un cadre d'une grosse boîte qui se fait licencier, et pour retrouver du travail, donc le monde du travail est horrible. Il y a beaucoup de concurrence sur son poste. Mon ami. Et non, c'est Mystique qui dit Serge, mon ami. Désolé. Et du coup, pour avoir le poste dans l'entreprise qu'il veut, il se met en tête de tuer ses concurrents. C'est quand même hardcore, quand même. Alors, c'est vraiment, je pense, de tous les films qu'on a vus ce mois-ci, c'est le film avec la plus belle photo de tous. Mais de loin, c'est même pas. Je crois qu'il n'y a pas à chercher. Tu regardes Mademoiselle, la trilogie des Vengeances, la Sympathy for Mr. Vengeance, tout ça. C'est incroyable de réalisation. Il y a un plan d'ailleurs qui est qu'on a vu en bande-annonce, et un plan où il fait un câlin avec toute sa famille et la maison derrière, et la avec maison, le soleil et tout. La maison est incroyable. magnifique et alors c'est un film qui peut pas plaire à tout le monde, je pense quand même, parce que c'est assez lent, ça dure 2h30. Pour la petite anecdote, Charlotte, elle s'est endormie pendant le film, tu vois. Ah d'accord. Ouais, il est long. Le film français, je crois, il est un peu moins long. Ouais. Il doit faire 20 minutes de moins ou un truc comme ça. Là, ça dure quand même 2h30 et ça a un rythme un peu lent. Déjà, le film français est un tout petit peu lent aussi. Il est un peu mieux rythmé. Et en fait, dans mon souvenir, tu vois, il y a un truc qui se passe où je trouve que en fait, il met beaucoup de choses en place. Au début, t'as l'impression que ça sert à rien, et au fur et à mesure, ça commence à se mettre en place et arriver à un certain stade où moi j'étais vraiment pris dedans et je suis parti. Mais je comprends que c'est un film de détail. Ouais, non, mais c'est un film qui prend son temps. Mais qui a des trucs, qui a des scènes exceptionnelles. La scène du dernier candidat, du dernier gars avec qui il se met une grosse rapta, c'est incroyable. Elle est géniale, cette incroyable scène. Cette scène. Il y a vraiment des scènes, une scène de baston musical, on en a parlé dans le format court, où c'est complètement loufoque, un humour qui marche bien, et en même temps c'est terrible quand tu te mets à la place musique, du gars en plus, c'est extraordinaire, la musique. Il y a un truc vraiment qui est très cynique dans le film, et que moi j'aime beaucoup, et surtout que il y a une image de fin du film, on va pas la dire forcément parce que ça a pas de sens, mais elle est très en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail, et c'est des questions qui sont très d'actualité en fait. Le film, il est pessimiste sur le monde du travail, et c'est normal en fait, vu ce qui se passe aujourd'hui. Le film est
Enfin, il te dit que ça va pas aller en s'arrangeant. Tu sens qu'il y a un discours sur l'automatisation du travail qui arrive et comment on va être dans la merde. Et c'est un truc qui touche tout le monde aujourd'hui. Donc je pense que c'est un message qui est assez universel et que tout le monde peut comprendre. Donc passer la lenteur, le fait que ce soit un film coréen qu'il faut regarder ça en VO, parce que j'imagine que traduit en VF ça va être compliqué, parce que les acteurs coréens c'est quand même des gens qui, quand t'as pas l'habitude du cinéma coréen, c'est des acteurs qui surjouent beaucoup de choses et tout, et je comprends que en VF ça va être trop bizarre. Ouais, je pense qu'en VF ça doit être trop bizarre. Ouais. Je sais pas comment ils ont doublé ça, mais bah, d'ailleurs il n'y avait pas de VF. Hein. Non, Majestic. mais. C'est full VO, Majestic. Non, en même temps, c'est normal parce que je pense que c'est pas un film qui intéresse, tu sais, les trucs en VF. Mais ouais. Honnêtement, y aller en sachant que c'est un peu artiste, un peu lent et tout, mais c'est quelque chose quand même. Vraiment, ouais, mais alors je sais pas pour toi, mais moi la salle était bien blindée. Hein, moi c'était complet aussi. Ouais. Après, Park Chan-wook, il attire. Hein. C'est un réalisateur qui est maintenant, il a plus rien à prouver. Non, puis en vrai, c'était super. Moi, j'ai trouvé que c'était un super film. Je pense que c'est le meilleur du mois. Hein. Ah, pas pour moi. Pas pour moi. On en reviendra après. Après, ouais, non. Peut-être. Il y a beaucoup de choses. Ouais, il y a d'autres trucs aussi, mais c'est solide. C'est très. Moi, très solide, moi, j'aime bien. Et je suis d'accord avec toi. En vrai, je l'ai rattrapé justement. On en parlait en début de live. J'ai rattrapé Trend Dreams pour les Oscars. Et la photographie de Trend Dreams est incroyable aussi. Je vais regarder ça assez rapidement parce que j'en entends beaucoup parler de Trend Dreams. Il y a un truc que j'adore dans ce film et qui est exceptionnel au niveau de la photo, c'est déjà de 1, ça a été filmé qu'en lumière naturelle. Donc il y a beaucoup de plans qui sont juste au coucher du soleil. Et ça, c'est un travail de ouf. Et en fait, c'est un format un peu particulier qui est utilisé pour les caméras. C'est un format qui est beaucoup plus haut que large. Ouais. Et du coup, en fait, t'as souvent la caméra qui est posée au niveau du sol. Et tu vois en fait juste le personnage et beaucoup de ciel, tu vois. Et c'est un message, en plus d'être une belle image, c'est un message parce que le film parle du fait que t'as aucun pouvoir sur le destin et sur ce qui t'arrive dans la vie. Donc il y a tout un message sur l'image du fait que le personnage est toujours tout petit dans l'image par rapport à l'immensité des paysages où ils sont. Et c'est une image qui est à la fois intelligente et magnifique. Donc ouais, non, c'est incroyable, c'est pour ça. J'espère qu'il gagnera un Oscar pour la meilleure photo, parce que pour l'instant, je pense que c'est un des... Je sais pas qui c'est qui est en compétition pour la meilleure photo. Je sais plus non plus, mais c'est quand même des beaux films. Hein. Ouais, mais dans vraiment, Oscars, hein. En fait, c'est l'atout du film, c'est ça. Juste dommage que ce soit sorti sur Netflix et qu'on l'ait pas vu au ciné. Après, quoi. En photo, Frankenstein est superbe aussi. Hein. En décor, je trouve. Mais là, c'est au-dessus. Franchement, c'est vraiment au-dessus. Vraiment... Oui, alors pour revenir sur aucun autre choix, les acteurs sont tous très très bons. Ça, pour le coup, il n'y a rien à dire. Après, c'est la Corée, ça surjoue forcément un peu. Quand t'as pas l'habitude, c'est particulier, hein, mais moi j'aime beaucoup ce cinéma. Mais après, je pense que aujourd'hui, le cinéma coréen, il a vraiment percé en France. Ne serait-ce que par les dramas coréens et tout, qui sont sortis sur les Netflix et tout. Enfin, on a tous vu Squid Game, la première saison. Je pense que tout ce qui est coréen a vraiment percé. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais d'ailleurs, c'est l'acteur de Squid Game. Oui, c'est l'acteur de Squid Game. Oui. Bah, il joue dans Squid Game, mais c'est pas l'acteur principal. Non, c'est le méchant là. Ouais, on le voit à la fin. Enfin, à la fin de la saison 1. Mais non, c'est incroyable. Vraiment, allez-y quand même, par curiosité, en sachant que c'est pas un blockbuster non plus, ça reste un film d'auteur coréen. Ouais, ça fait du bien. Bien sûr, mais je pense que c'est le genre de truc qu'il faut savoir avant de lancer, tu vois. Le film, c'est tout. Hein, Moi, j'aime beaucoup les films lents, donc du coup, j'ai pas trop de soucis avec ça. Non, moi, ça m'a pris, tu vois. C'est le genre de moi, ça m'a eu parce que l'image est tellement belle que je suis obligé de rentrer dedans, quoi. Ouais. Allez, enchaînons avec une autre pépite. Celle-là, elle est pour toi mystique parce que tu vas adorer, c'est sûr. En vrai. Le grand retour de Sam Raimi derrière la caméra après Doctor Strange 2, The Multiverse of Madness, qui était OSEF sur 20. Et après ça reste un des meilleurs Marvel ces dernières années, mais bon, c'est pas compliqué quoi. C'est un des seuls Marvel ces dernières années qui a une vraie patte à côté des Gardiens de la Galaxie, tu vois. Mais en même temps, c'est les deux seuls auteurs. Si, non, il y avait les Éternels de Chloé Zhao que j'aime beaucoup. Je l'ai pas vu non plus, mais. Moi, j'aime beaucoup les Éternels, je trouve très bien. Mais non, là, ça fait. En fait, Sam Raimi avait pas fait un film d'horreur comédie, enfin, même d'horreur tout court depuis. C'est Jusqu'en Enfer, c'est ça 2009 Jusqu'en Enfer en 2009, ouais. Donc ça faisait quasiment 20 ans. Il a eu beaucoup de projets abandonnés. J'ai plus les projets en tête, mais c'est un mec qui a lancé plein de projets qui ont été très vite abandonnés. Jusqu'en Enfer, je crois, avait pas très très bien fonctionné à l'époque.
Donc ça peut prouver un peu le fait qu'il avait eu du mal à faire des projets. Pourtant, c'est quand même le réalisateur de la trilogie Spider-Man, quoi. De la meilleure trilogie de super-héros de tous les temps, en vrai. C'est le réalisateur de... Comment s'appelle le film d'horreur, là? Bah, c'est Evil Dead. Evil Dead, la ouais. trilogie Evil Dead aussi, ouais. D'ailleurs, qu'on va, je pense, passer dans le podcast à un moment donné, puisqu'il y a un Evil Dead qui sort cette année. Qui est fait par les mecs qui ont fait le film avec les Vermine. araignées, qui ont fait Vermine, qui était très bien un film C'est français. Flaubert, c'est écrit par Flaubert et le réalisateur de Vermine, j'ai plus le nom en tête, Sébastien Vanissek. Voilà. Et les deux font le film, le prochain Evil Dead, et du coup je suis très intrigué. J'ai pas vu Evil Dead Rise. Je suis très novice dans la partie Evil Dead. Je connais deux noms. J'avais vu le premier, mais je pense qu'à l'époque j'avais pas accroché du tout. Maintenant, il faudrait que je regarde parce que je pense que maintenant que je suis un peu plus ouvert sur les films d'horreur qu'à l'époque où j'ai regardé Evil Dead, je pense que ça devrait bien passer maintenant. C'est drôle, Mystique, parce que moi, quand je pense à Evil Dead, je pense à Vincent, parce que c'était un gros fan de Evil Dead. Donc je connais la saga parce que j'en parlais avec lui au collège à l'époque. Il y a eu la série aussi à une époque. Ils avaient fait une série. J'ai pas qui était vraiment bien. Je crois qu'elle a que 2 saisons, je crois. Mais ils ont fait une série. Pour moi, Sam Raimi, c'est le génie derrière Spider-Man. Et du coup, c'était cool de le revoir justement dans un film qui est très horror comédie. Et pour revenir du coup à Send Help, en fait, le pitch est assez simple. Hein. C'est une meuf qui est dans une boîte du tertiaire. On sait pas trop ce qu'elle fait la boîte, mais on s'en fout un peu. On s'en fout un peu, mais elle fait partie du département stratégie et planification. C'est ça. Et ça a son importance. Ça reviendra plusieurs fois. Et en gros, elle attend une promotion pour devenir vice-présidente. Et en fait, il y a le fils du patron qui reprend la boîte. Qui devient président. Ouais. Voilà, et qui lui refuse le poste forcément. Et qui refile le poste à son pote surtout. Oui, et son pote qui joue au golf. Ouais. Et il se retrouve dans un crash d'avion qui est une scène exceptionnelle, qui est une scène qui démarre le film. Moi, elle m'a... La scène du crash d'avion, elle m'a stressé. Hein. Oh là 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 là. Je prends l'avion au mois de mai, j'ai pas envie de penser à ça. Et c'est une scène vraiment où le film te dit on va aller dans ce genre d'horreur un peu goofy, un peu tu sais cartoon, et en même temps très sanglant et moi tout de suite je dis ah oui ça va être génial. Le sanglant c'est Sam Raimi. Hein. Ouais, et encore je trouve que non c'est léger hein, quand parce même. Parce que ça reste soft. Mais il va quand même assez loin, genre la scène du facochère, la fin du sanglier est dégueulasse. Quoi. Et du coup, ouais, pour terminer, en fait, il se crash, il se retrouve sur une île déserte façon seul au monde, et du coup, les rapports de force s'inversent. Le patron devient la petite salope hein, de la meuf qui en fait a pas réussi à avoir sa promotion. Oui, alors par contre, il faut savoir que la femme est une grande fan de Koh-Lanta et qu'elle veut faire Survivor, et elle veut faire l'émission Survivor. Elle s'est entraînée toute sa vie pour ça pratiquement. Elle a même fait une vidéo YouTube pour montrer qu'elle est forte dans le truc quoi. Et la meuf qui joue c'est Rachel McAdams. Donc j'adore Rachel McAdams. C'est celle qui joue la lycéenne horrible dans Lolita malgré moi d'ailleurs. Oui. Et elle est exceptionnelle dans le rôle parce qu'il y a un truc qui est très génial parce qu'en fait le réalisateur aussi là-dessus je trouve que l'image elle est super là-dessus, je l'ai dit en format court. D'ailleurs juste pour l'anecdote, elle fera un autre film, alors elle a déjà fait un autre film dans un avion comme ça où ça se passe mal. Ouais. C'est un film de Wes Craven, on en a parlé dans le podcast le dernier coup. T'allais spoiler. Et en fait c'est un film où dans l'avion il y a Cillian Murphy qui s'assoit à côté d'elle et il lui dit en fait si tu fais pas ce que je te dis je te bute et je bute ta famille. Bonne ambiance. Du coup elle est habituée des problèmes dans les avions je crois, Rachel McAdams hein. Et du coup maintenant elle a un personnage qui est ultra intéressant et on peut pas dire grand chose de plus sur le film parce qu'après c'est du spoil mais c'était très 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 drôle. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une salle qui rigole autant. Ça rigolait bien ouais. Moi vraiment il y a un mec en plus il avait un rire très communicateur donc ça a envoyé toute la salle avec et c'est à la fois gore à la fois drôle et ça a un message de fond qui est intelligent et non franchement c'est solide hein. Non c'est très bien et c'est marrant parce que celui-là et Aucun autre choix sont sortis la même semaine et les deux traitent du monde du travail qui est hyper toxique. J'ai trouvé ça ultra drôle de sortir ces deux films la même semaine. D'un point de vue différent en plus donc, et de manière complètement parce que Aucun autre choix est très cynique. Là c'est cynique mais d'un point de vue plus drôle. Et Aucun autre choix il traite beaucoup de la société coréenne aussi derrière. Mais là oui c'est le monde du travail en général, le monde du
occidental. Tu fais bien ton travail, mais c'est le mec qui joue au golf qui aura ta place, tu vois. Voilà. Après, je lui aurais pas donné le poste non plus, tu vois. Hein? Je lui aurais pas donné le poste non plus. Bah, je sais pas, moi. Si les objectifs sont là, tu donnes le poste, tu vois. Mais c'est plus compliqué que ça. En vrai, je trouve que le film le montre bien, il en parle bien et c'est intéressant parce que tu vois, en fait, c'est une personne qui est. Rachel McAdams, son personnage est ultra mal à l'aise en société. Et une fois qu'elle arrive sur l'île déserte, elle devient ultra à l'aise, et là, tu lui donnes le poste. Ouais. Je lui donne le poste une fois sur l'île, mais pas dans le bureau. Ouais, elle aime tellement être sur l'île déserte qu'elle a plus envie de partir. Et même, je trouve que c'est vraiment, il y a une métaphore de comment aussi ce que tu es montre à quel point quand t'es bien dans un endroit, t'es toi-même, tu vois. Et c'est intéressant, je trouve. Ouais, c'est vrai, elle est vachement plus à l'aise sur l'île déserte, ça c'est vrai. Donc non, il y a plein de... Par contre, son taf, t'as rien à dire, parce que quand, elle travaille bien, mais... quand tu vois son taf, elle travaille super bien, elle est en avance sur tout. Mais les promotions sont pas données aux personnes qui travaillent bien, elles sont données aux personnes qui présentent bien, c'est pas la même chose. Ouais, mais c'est un problème. Et ça dépend le poste. Il y a des postes pour lesquels t'as besoin de bien présenter, et des postes pour lesquels t'en as pas besoin. Ouais, mais est-ce que ce serait pas un bullshit job alors? Oui, sûrement. Mais je pense qu'on s'égare du sujet. En tout cas, allez voir Send Help. Je pense qu'il est déjà plus au ciné parce qu'il y avait eu tellement de concurrence. Je crois qu'il reste. Peut-être pas. Peut-être au kiné, tu vois. Non, il doit rester une petite séance, mais il faut y aller un samedi après-midi à 14h. Quoi. Ouais. Mais en tout cas, quand il passera sur les plateformes, n'hésitez pas à le regarder parce que c'était vraiment un super divertissement. Ah, moi j'ai adoré Send Help, c'était trop bien. Je suis content d'avoir revu Sam Raimi, même si c'est un film de commande a priori. C'est pas un film c'est un film de commande. C'est un film de commande. Donc il a bien fait les choses, je trouve. Ouais. Je crois que ça a fini top 3 dans mon... Pour l'instant, c'est top 3 dans mon top Letterboxd, donc solide. Alors, je sais pas s'il est dans mon top 3, il doit être dans le 4 ou 5, mais... Ouais, il est pas loin, quoi. Ouais. Il est pas très loin. Après, on est qu'au mois de février. Mais si on regarde... Là, tout ça, c'est juste février, c'est ça qui est fou. Parce que juste après, on a... Forcément, le film dont tout le monde a parlé ces dernières semaines, c'est le retour de Timothée Chalamet et de Geoff Sadsby à la réalisation, qui est un film complexe à aborder. Je crois que c'est le truc sur lequel j'ai dû réfléchir le plus longtemps avant d'écrire ma critique, parce que c'est quand même un paquebot qui te tombe sur la gueule, sur ce film. Ouais, tu te fais rouler dessus. Ouais, c'est 2h30 aussi, encore une fois. 2h30 épuisante parce que Geoff Sadsby fait un cinéma un peu comme la série The Bear, je pense que toi tu regardes aussi, oui. Qui est justement des films où tout le monde parle en même temps, tout le monde s'engueule, où ça parle de la galère, ça parle de l'engueulade, et c'est épuisant à regarder. Ouais, alors si vous avez, il y a The Pit aussi dans le même style, mais dans un hôpital là. Ouais. The Pit, ça se passe pendant une garde de 15 heures, donc t'as un épisode par heure à la 24. Et c'est ma copine qui regarde ça et elle dit t'es essoufflé à la fin. C'est compliqué. Moi, le pire, c'est l'épisode de Noël de The Bear. Meilleur épisode de The Bear. C'est terrible. Ne serait-ce que pour les acteurs qui sont dedans. Ah, Mystique. Incroyable. Mystique m'a dit que du coup, des fois, ça le faisait chier parce que les gens ils gueulent. Mais cet épisode-là, c'est 1h30 de gens qui s'engueulent. Oui, alors en plus, c'est ultra dur. Mais en plus, dans The Bear, là, ce qu'ils font, c'est que les épisodes de The Bear, c'est 30 minutes. Et d'un coup, tu passes sur un épisode d'1h30 pour Noël où ça fait que gueuler jusqu'à exploser à la fin. C'est trop bien, quoi. C'est dur. Moi, j'adore. C'est un cinéma qui est un peu exigeant quand même, et qui est un peu branlette à certains moments, on va pas se mentir. Mais je trouve que Marty Suprême est un film qui est assez intelligent parce qu'en plus, on te vend ça comme, tu sais, un truc sur un film sur un joueur de ping-pong. Déjà, qui ça intéresse? Bah, personne, parce que même le réalisateur parle pas de ping-pong. En fait, ça parle pas du tout de ping-pong, tu vois. Non, ça parle d'un petit arnaqueur. Ouais, ça parle d'un hustler, d'un mec qui galère à s'en sortir, et tous ces films parlent de ça. Et c'était... Moi j'ai adoré plein de scènes, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs vraiment incroyables dans le film. Ouais, moi aussi, je trouve que... Alors, pour avoir vu The Smashing Machine, moi, de l'autre frère Safdie, parce que la plupart des films, les frères Safdie l'ont fait ensemble. Uncut Gems, Good Times avec Robert Pattinson. Il faut que je vois Good Times, du coup, je suis trop curieux. Ouais. Et ils ont toujours fait leurs films ensemble, et là, ils se sont séparés, donc pour une sombre histoire. Je saurais pas si c'est vrai, donc je vais pas le dire. Donc voilà. Et en plus, du coup, ils ont tous les deux fait un film sur un biopic d'un sportif. Ouais. Donc on sent qu'il y a un sportif un peu c'est controversé. Un sportif controversé avec une chute, puisque chacun a sa propre chute, quoi. Et Smashing Machine. Moi, j'étais vraiment hypé au début. Je trouvais que les bandes annonces étaient super cool et le film tombe complètement à plat.
Je Ah, trouve de qu'il se Smashing passe Machine. rien dans Smashing Machine. Tout le monde parlait de Dwayne Johnson dans son rôle. Alors, je pense qu'il a du potentiel. Il y a une scène ou deux où il est vraiment bon, Dwayne Johnson. Après, ils lui ont mis plein de prothèses pour qu'il ressemble au vrai mec, enfin, au vrai combattant. Au catcheur, ouais. C'est pas un catcheur, c'est un combattant de MMA. D'accord, oui. Ouais, excuse-moi, C'est encore la même chose. C'est lui le catcheur. Ouais. Et je trouve que les prothèses, ça marche pas trop bien. J'ai l'impression qu'il fait toujours la même tête. Mais le pire, c'est qu'il est nommé le film dans meilleur maquillage. Meilleur maquillage. Ouais. Je pense il peut le remporter parce que, en vrai, c'est pas que les prothèses sont dégueulasses, elles sont bien. C'est juste le jeu de Dwayne Johnson avec les prothèses, en fait. D'accord, ouais. Donc, ouais, j'ai un peu du mal avec ça. Et je trouve que le film est plat, je me suis fait chier. Clairement, Smashing Machine, au bout d'une heure, je me suis dit, waouh, il y a encore une heure. Alors que Marty dur, Suprême, c'est l'inverse de ça. Alors que Marty Suprême, j'ai fait 2h30, je suis sorti, j'ai fait, ah bon, c'est déjà fini. Après, je comprends Mystique sur ce que tu dis. C'est vrai que, en fait, au début, tu as l'impression que ça parle de tennis, enfin de tennis de table. Excusez-moi, c'est très important. Et au fur et à mesure, en fait, ça parle juste du galérien que c'est et de tout ce qu'il est capable de faire pour arriver à ses fins et à quel point aussi l'ambition peut être un poison parce que ça parle de ça, tu vois, au final, ce film. Ouais, et du coup, c'est là où je suis pas d'accord sur Mystique, c'est que dire que le film raconte pas grand-chose, c'est faux. Non, mais justement. Parce qu'il raconte vraiment beaucoup de trucs. C'est une succession, effectivement, de péripéties qui peuvent paraître inutiles, mais ça montre justement à quel point, comme dans, comment ça s'appelle, justement Requiem for a Dream ou quoi, des gens qui sont capables de tout pour arriver à ce qu'ils veulent, jusqu'aux pires choses, tu vois, et à quel point c'est une mauvaise personne dans le fond, tu vois, et heureusement, moi je trouve que la fin elle est incroyable. La musique qu'il met à la fin, parce qu'il met une musique de Tears for Fears, oui. C'est Everybody wants to rule the world. Voilà. Et la chanson commence avec Welcome to your life. Par contre, du coup, les musiques sont très anachroniques parce qu'il va chercher des musiques des années très 80, 80s et le film se passe dans les années 50 après-guerre, puisque en plus, ce qui se passe, c'est que on a une grosse composante avec le Japon et le Japon d'après-guerre. Normalement, ils n'ont pas le droit de concourir dans des compétitions internationales. Ouais. Donc, il y a vraiment tout un propos là-dessus aussi qui est, je trouve, très intéressant. Le seul truc que j'ai trouvé inintéressant dans le film, pour moi, c'est le rôle de Gwyneth Paltrow. Surtout qu'elle sort de sa retraite pour ça. Je trouve qu'elle fait pas grand-chose avec. Ouais, et je trouve que l'arc se termine en mode ok, c'est fait, mais c'est fini, casse-toi. C'est juste. Il lui fait un cuni dans le parc et ciao, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Non, mais c'est terrible. C'est un peu terrible. Ça. Alors après, le rôle de la femme dans le film, il est vraiment rabaissé. Après c'est tout les années 50. C'est les années 50, c'est tout le propos du personnage qui rabaisse tout le monde en fait. Il est imbu de lui-même, il est arrogant et la femme, c'est rien pour lui. Après, sans spoiler. Sa copine est pas toute blanche non plus. Non, elle fait des choses qui sont. Elle est pas toute blanche, mais. Et puis elle fait pas rien non plus. Le mec qui lui dit, je me suis retiré, c'est bon, c'est fini. Là, tu fais gros. Putain, vive les années 50, quoi. Hein, parce que bon. Mais je suis d'accord avec toi. Iron Claw, c'était vraiment cool, mais c'est pas du tout le même genre de film parce que Iron Claw parle un peu de la famille, des relations familiales et tout. Ouais, alors. Mais je comprends vois pas, le rapport, ouais. Je le vois pas dans le même style parce que je trouve que Iron Claw, t'as pas ce côté hustle culture qui vient du mec qui veut absolument réussir. C'est plutôt le paternel qui pousse tout le monde à faire le truc jusqu'à ce qu'ils en crèvent, quoi. Donc, mais là, il y a vraiment, je trouve, un propos sur. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est sûr que ça sera pas bien compris, qu'il y a des gens qui vont mettre ce film comme le Loup de Wall Street, tu sais, en exemple. Ouais, c'est ce qu'on dit dans le format court. Est-ce que Marty Suprême est le Loup de Wall Street de Timothée Chalamet, pardon. Et je pense vraiment qu'il y a des gens qui vont voir ça en se disant, en fait, il faut forcer pour y arriver. Et c'est pas du tout ce que le film veut dire. Justement, il montre à quel point le personnage... Il montre surtout que chaque action a une conséquence. Et il en subit les conséquences au bout d'un moment. J'aime bien la fin quand même. Et je trouve que la musique, quand elle se lance avec la fin, elle dit tout. Et c'est très intelligent. Mais moi, la fin, c'est pour ça que je trouve qu'il a un côté Loup de Wall Street. Parce que je trouve que la fin, ça fait un peu, tu vois, le Loup de Wall Street. T'as Jordan Belfort qui arrive et qui fait vendez-moi ce stylo. C'est un peu ce truc-là, non, je trouve. Je suis pas d'accord, c'est pas à ce point-là. Ouais, mais il cherche quand même sa rédemption. Enfin, il y a une histoire un peu de rédemption à la fin quand même. Je trouve que. C'est un beau message à la fin, moi je trouve. Oui, c'est un beau message. C'est un rise and fall, tout ce qu'il y a de plus banal en général, mais qui est bien raconté, qui est bien réalisé. Puis Timothée Chalamet, il est incroyable dedans. Ouais, et enfin.
Ouais, D'ailleurs, c'est son même- rôle, c'est vraiment le rôle. Enfin, Mais c'est comme il- DiCaprio avec Jordan Belfort, quoi. Je le dis C'est- maintenant, il va gagner l'Oscar avec ce film. Alors, moi, je suis d'accord, il peut le gagner. Enfin, il a tout pour gagner l'Oscar. Après, s'il fait une DiCaprio, il le gagnera pas maintenant. Non, parce que DiCaprio a pas gagné parce que ça a critiqué l'Amérique. Là, Mais c'est pas une critique de l'Amérique, ce film. Non, mais parce que enfin, ouais, tu parles du Loup de Wall Street. Ouais. Le Loup de Wall Street, c'était Il pas une aurait critique de l'Amérique, c'était la seule culture aussi. Non, c'était une critique du capitalisme, ça parlait de Wall Street. Oui. Ils pouvaient pas donner l'Oscar Oui. pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont donné juste l'année d'après. Et À gros, The Revenant, c'est oui. sûr qu'ils l'ont pas donné pour ça. c'est Mais tout. pour les Oscars, alors on en reparlera dans le live, mais je spoil un peu. Je pense que moi, je vais mettre une pièce sur Wagner Moura. Parce que J'y crois pas, j'y crois. C'est pas un Américain, il gagnera jamais l'Oscar du meilleur acteur. Ouais, mais tu vois, Timothée Chalamet, il est pas tout américain, il est un franco-américain. Il est franco-américain, déjà, ouais, donc, mais non, pour moi, il y a zéro chance où ce soit Wagner Moura. J'y bah crois moi, absolument pas. oui, mais moi j'aimerais bien. Oui, non, mais Parce que que t'aies envie, oui. Mais... déjà, je le trouve. En fait, je trouve que Timothée Chalamet, il est extraordinaire. Je trouve que c'est un acteur qui joue extrêmement bien. Il a cette force de porter un film rien que par son nom maintenant, un peu comme DiCaprio le fait. Et le mec, il a à peine 30 ans, quoi. Il a juste 30 Ouais, ans. non, mais Enfin, pour moi, son c'est parcours, vraiment il est extraordinaire. c'est vraiment le DiCaprio de Mais notre je trouve époque. que Wagner Moura, il a un calme dans son rôle et une façon de faire passer les choses que je préférerais voir gagner. Ça n'arrivera pas, mais je comprends. Et en plus, c'est un film brésilien, donc ça ferait du Ouais, bien. mais c'est encore une raison pourquoi ça n'arrivera pas. Ouais, non, mais je Ouais. sais, mais. Mais non, je suis content pour lui, c'est une belle carrière. Et puis c'est fou parce que c'est son premier film cette année. Et on le revoit en décembre pour Dune 3. Dune 3. Enfin, le Donc, mec enchaîne Marty Et puis Suprême et Dune 3. et puis quoi. c'est un grand écart parce que c'est un film d'auteur. Enfin, ça, c'est un blockbuster d'auteur. Et ensuite, Non, je dirais pas un blockbuster d'auteur. C'est pas Non. trop un blockbuster parce que Non, c'est Dune pas un 3, film où ça excuse-moi. explose de Regarde, parole. Dune 3 Dune est un 3, oui. blockbuster d'auteur. Et ça est un vrai film d'auteur. Donc c'est Oui. c'est vraiment un grand écart qu'il nous fait. Et ouais, c'est une belle carrière. Ouais, bah de toute façon, c'est simple. Le mec, il a quand même commencé dans Interstellar. Donc Oui, c'est vrai. Ouais. voilà, de base, Ah, c'est- le mec a déjà tourné chez Nolan. Il a fait les 2 Dunes. Il y en a un troisième qui arrive. Il a fait. Alors, si vous avez jamais vu, c'est Bones and All que j'aime beaucoup de Luca Guadagnino. ouais. C'est une histoire sur. Il joue un paumé dans le fin fond des États-Unis. Je trouve son rôle exceptionnel. C'est un héroïnomane, non, c'est pas ça? Non. Alors non, celui-là, ouais, c'est un peu d'accord, plus ouais. compliqué. En fait, dans Bones and All, c'est l'histoire de personnes dans la société qui sont attirées par manger de la chair humaine. Oh, c'est horrible. Mais c'est une vraie métaphore par rapport à la société aux États-Unis et surtout aux gens un peu paumés comme ça. Ouais, d'accord. Et Guadagnino, j'aime pas tout ce qu'il fait. Tu vois, j'avais pas aimé le film avec Zendaya là, et le tennis là. Je sais plus comment il s'appelle. Oui, je l'ai vu. Challengers. Challengers. Oh, c'était pas mauvais non plus, mais ouais. J'avais pas aimé ce qu'il a fait parce que je trouve ça too much. Par contre, Bones and All, je trouvais exceptionnel. Enfin, je trouve que D'accord. c'est un super film. Je pense que c'est un de ses meilleurs films à Guadagnino. Pourquoi pas? Mais il a des belles propositions, hein, ce réalisateur-là. Et du coup, ouais, Timothée Chalamet, il porte un film rien qu'avec son prénom, en fait. Non, Et il, ça, il c'est- fait des trucs qui sont vraiment Il y a- impressionnants. Il y a très et- peu d'acteurs qui arrivent à le faire, et en plus à son âge. C'est un des acteurs les plus jeunes à avoir eu autant de récompenses. Ouais, non, Donc non, franchement, il y a du c'est- potentiel. Il faut aller le voir quand même, je trouve. Et c'est un très bon film. Et c'est fou qu'on ait eu déjà tout ça juste en février. Parce que quand je vois là, tous les films dont on parle, à part Silent Hill, on a dit du bien de tout. Donc franchement, c'est incroyable. Et je pense qu'on continue. Ah non, on continue pas. Parce que là, Ouais. je te laisse la parole. C'est à toi. Je ne l'ai Alors, pas vu. Moi, j'ai vu The Mastermind avec Josh O'Connor. Josh O'Connor, on l'a vu dernièrement dans le dernier Knives Out. Comment il s'appelait là, le 3 C'est justement couteau tiré à 3. couteau tiré 3 et il Sur joue le Netflix. prêtre dedans. Ouais, c'est Il le est prêtre, incroyable hein. dedans, Il d'ailleurs. est super. Moi, je trouve que c'est un super acteur, Josh O'Connor. Il sort un film là, je crois que c'est aujourd'hui, hier qui est sorti, avec Paul Mescal. Encore, t'as mis ouais. partout Paul Mescal aussi. Bah lui aussi, hein. Josh O'Connor et Paul Ouais. Mescal, ils sont partout. Josh O'Connor sera dans Disclosure Day de Ah, Spielberg ok, aussi. super. Et donc c'est Kelly Richard qui réalise un film sur un braqueur. Ça se passe dans les années 50, non 60, 70 par là, 70. Oui, c'est 70. Et c'est un mec qui se met à aller dans les musées, puis pour gagner un peu d'argent, au bout d'un moment, il se met à réfléchir à voler des tableaux dans un musée. Donc c'est un film de braquage. Et moi, quand j'ai vu film de braquage, j'adore les films de braquage. Je trouve ça trop bien. J'adore les Oceans, j'adore braquage à l'italienne. Et rien à voir en fait. J'aime bien Saisissal, et là, que dalle. Rien à voir. Non. Non. C'est un loser qui se rate sur son braquage. Et en fait, ça raconte pas grand chose. Je trouve que le film manque de propos sur
les années 70 aux États-Unis, alors qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin. En fait, il arrive aussi en pleine guerre du Vietnam. Il y a pas mal de manifestations et on entend par-ci par-là, mais je pense que le film se retient en fait. Enfin, le Kelly Richards se retient de dire certaines choses et j'ai un vrai problème avec ça, surtout qu'en plus, moi, qui pensais à un film de braquage, je m'attendais à un truc à la Ocean avec un gros reveal et tout, mais en fait, tu vois un mec en cavale la plupart du temps et il se passe que dalle. Donc ouais, non, j'étais très déçu. Je m'attendais à un vrai bon film de braquage, ou même un peu con, tu vois. Quand tu vois l'abondance, tu dis bon, il a l'air un peu débile, hein, ce mec. Mais bah, il est débile, mais c'est tout, quoi. Ah, c'est dur. Ok, on va voler 2 tableaux dans un musée et on va voir ce que ça donne. Bon, bah ok. Mais ouais, j'en suis ressorti très frustré de pas avoir plus. De mémoire, je crois que tu me dis qu'il y a même des gars qui dormaient à côté de toi qui ronflaient, quoi. Ouais, alors oui, c'était tellement lent. Alors le film est beaucoup moins long que ce qu'on a vu avec Marty Suprême ou aucun autre choix. Je crois qu'il fait 1h55 ou un truc comme ça. Et il y a une ligne devant moi de personnes qui avaient peut-être 45-50 ans qui ronflaient, quoi. C'est... Ouais, je sais pas. Je suis mitigé sur ce film. Je lui ai mis 2,5 parce qu'il y a quand même des belles scènes. La retranscription... Parce que t'es trop gentil aussi. Ouais, je suis peut-être trop gentil. La retranscription années 70, elle est top. Mais ouais, je me suis fait chier, quoi. Je m'attendais pas à voir ça. Dommage, ouais. C'est très dommage. Surtout qu'ils avaient... Enfin, Josh O'Connor, c'est un super acteur, quoi. Ouais, écoute, ça arrive. Hein. Mais bon, ouais, j'en ressors très frustré en me disant que ça va pas raconter grand-chose. Bah écoute, ça restera pas dans les annales, hein, du coup. Non. J'enchaîne, je pense, avec un autre film où il y a juste moi qui l'ai vu. Et là, pour le coup, je vais en dire beaucoup de bien. Je pense que ça va rester dans mon top film français de l'année pour l'instant. Là, tout à l'heure, je disais top 3, mais en fait, c'est lui qui est passé top 3. Du coup, j'ai vu ça dimanche dernier avec ma femme. Et vraiment, tous les deux, on a adoré. Dis-toi, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, mais vas-y, Mystique, ciao. Bonne soirée à toi. Et du coup, ouais, non, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des gens applaudir dans la salle de ciné. Ouais, c'est ouf, ça. Et la salle était complète un mercredi, un dimanche à 15h, tu vois. Et la salle était blindée de monde. Et vraiment, c'était une pépite. Parce qu'en plus, habituellement, je suis pas un grand fan de Raphaël Quenard et de Zadi. Alors moi, j'aime bien Raphaël Quenard, j'aime bien la façon dont il parle. Moi, j'avais vu Yannick avec lui que j'aime beaucoup. Ouais, d'accord. Pour Yannick, c'est cool. C'était cool pour Yannick. Et d'accord, mais il y a des moments où j'ai pas envie de le voir faire son sketch de Quenardise, tu sais, avec ses longues phrases et tout. Oui. Et Zadie, c'est pareil, il fait souvent le clown et tout. Et pour une fois, ils font un truc qui n'a rien à voir avec ça. Les deux. Les deux ont un jeu qui n'a rien à voir avec ce qu'ils font d'habitude. Et ça marche du feu de Dieu. Ils ont un duo qui est super dans le film. D'ailleurs, Zadie me fait beaucoup penser à Coach Carter, pour ceux qui ont vu le film. On en parlait la dernière fois. C'est Samuel L. Jackson qui joue un coach de basket. Donc, très sérieux, très en costard tout le temps et tout. Et ça m'a fait beaucoup penser à ça. Et encore une fois, c'est un film de Hustlers. Je pense que c'est une inspiration, hein, Coach Carter. C'est fort probable, hein. Franchement, je serais curieux de voir des interviews ou quoi, mais ça m'étonnerait pas. Ou peut-être même pour la personne, parce que c'est une histoire vraie, donc c'est peut-être même pour la personne qui voulait devenir agent de NBA, parce que je l'ai pas dit, mais en fait c'est deux Frenchies, qui est une histoire vraie de gars qui veulent devenir des agents de NBA. Et forcément, c'est une histoire de Hustlers, mais là c'est une histoire de Hustlers qui réussit bien, parce que forcément c'est une histoire vraie, c'est des gens qui ont réussi. Parce que bah, les gens qui réussissent, quand on en fait un film, c'est qu'ils ont réussi. Ouais. Et c'est un film qui fait du bien, qui redonne de l'espoir et qui dit aussi aller jusqu'au bout. Alors ça peut être un peu dangereux parce que tu vois, il y a un monde où ces deux personnes elles ont fini à la paille et elles ont jamais réussi. Oui. Et là dans le monde du billet du survivant où eux ils ont réussi et ça a cartonné pour eux et tant mieux pour eux. Mais c'est ultra bien réalisé, la musique est cool, le jeu d'acteur est top, il y a beaucoup d'émotions. Non, c'est du bon film français. Il faut que tu ailles le voir. Faut que j'aille le voir, ouais. C'est dans ma liste. Ça dure 2 heures et je les ai pas vus passer. Et j'ai adoré tout le long. Et quand ça s'est fini, j'étais en mode putain, les salauds quoi. Et non, vraiment difficile de faire mieux, je pense, hein, cette année en film français. On n'est pas à l'abri de nos surprises. On a une grosse année, voilà. On a le film de Dujardin. Hein, je pense que c'est incomparable. Je pense vraiment. Ça va être différent. Ouais. C'est pas du tout le même propos.
Mais c'est drôle parce que tu vois, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de com par rapport à Gourou, par rapport à d'autres films français. mais Gourou, il a pas eu de la com. C'est Pierre Niney, il est venu carrément manger chez les gens pour dire allez voir mon film. Quoi. C'est un peu ça en vrai. et non, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et j'ai l'impression que ça cartonne, que ça marche bien grâce au bouche à oreille. Donc mais allez-y. Le cinéma cartonne sur le mois. Ouais. Allez-y, vraiment. Et le cinéma français. Bah ouais, c'est ça, ouais. Et je peux que le conseiller parce que c'est une pépite, c'est sorti juste mercredi là, donc ça va rester en salle encore un moment. Donc allez-y, franchement, let's go les gars, hein, parce que c'est une pépite, allez donner des entrées à ça. Et même si vous aimez pas le basket, bah vous allez kiffer parce que c'est bien joué, c'est bien interprété, la musique elle tue, c'est bien filmé. C'est assez drôle parce que pour la petite anecdote, j'ai vécu plusieurs années à Montréal et ils font croire qu'ils tournent à Montréal, à New York, et en fait ils sont tout le temps à Montréal. J'ai reconnu, comme beaucoup de films qui sont tournés à New York. J'ai retenu beaucoup de décors. Il y a un moment ils sont sur le parc. Sur le parc Jeanne-Mars et vraiment là ça m'a fait chaud au cœur de revoir des décors de mon ancien chez moi. Donc non, vraiment très cool. Allez-y Franco. Et puis on enchaîne sur le dernier, je pense, de la liste, parce que c'est déjà pas mal sur un seul mois. Ouais, c'est celui d'hier, ça. Wow. Mais même l'affiche, en vrai. Mais de toute façon, ça se voyait que ça allait être nul. Même l'affiche, elle est pas belle. Enfin, tous les scrims ont une affiche très épurée, et là, on a une affiche à la Avengers. C'est de la merde. C'est vraiment pas bon. C'est triste ce que je vais dire, mais Silent Hill était un mauvais film parce qu'il n'y avait pas de budget et tout, mais celui-là est encore plus nanar que Silent Hill, je trouve. Ouais, je pense aussi. Non, parce que vraiment. Que pour moi, Silent Hill, c'est la tristesse, c'est un film raté. Ouais, c'est un film de. Là, c'est un film, t'es en mode, oh, ta gueule. C'est un film putaclic, en fait. C'est un film où, pour ceux qui ont vu l'épisode de South Park, t'as un mec qui est avec un sachet de Member Berries et qui dit Tu te souviens tu te souviens le tueur Tu te souviens le premier moi ça m'a. Non, c'est même pas ça parce que je trouve il y a. Ouais, si, ils te font ça. Ouais, c'est insupportable. C'est insupportable. Parce que. Enfin. Alors, moi je me suis refait les 6 scrims avant de voir le 7. Je sais pas comment t'as fait ça. Moi j'aime bien la saga. J'aimais bien les 4 premiers. Et j'avais pas vu le 5. Je savais même pas que le 5 avait été sorti jusqu'au jour où j'ai vu que le 6 sortait au ciné. Et après je me suis dit, un de ces 4, il faudra que je regarde le 5 et le 6 pour histoire de voir quoi. Et. Je me suis dit, ça fait quand même longtemps que j'ai pas vu les 4 premiers. Et en fait, en re-regardant les 4 premiers, Scream 7 est de loin le pire film de tous les Scream. Et pourtant, le 3 est pas bon. Est vraiment pas bon, le 3. Non, il y a plein de problèmes dans le 3. Le 2 est moyen, le 1 est extraordinaire, le 4 est trop bien. Moi, j'aime beaucoup le 4. Et derrière, il y a aussi le 5 et le 6 que j'ai regardé. Et le 5 était du coup, on en a parlé tout à l'heure, mais un requel, donc un reboot /sequel, puisqu'on continue l'histoire de Sidney Prescott, mais en rebootant, en ayant des nouveaux persos un peu principaux, des nouvelles Final Girls, qui sont Jenna Ortega et Melissa Barrera. Donc, pourquoi pas ? Moi, je me suis dit, allons-y, la proposition est sympa. On garde Neve Campbell, David Arquette et Courtney Cox pour le 5, mais il passe au second plan, quoique Neve Campbell reste quand même pas mal en premier plan avec Courtney Cox. Mais le reste quand même passe au second plan et les nouveaux persos viennent tous au premier plan sur le Scream 5. Il y a toujours ce côté whodunit en mode faut trouver le tueur. Qui est le tueur ? Surtout que dans le 5, on nous sort que... alors, je vais spoiler. Dans Scream 5, on nous sort que Sam, joué par Melissa Barrera, est la fille cachée de Billy Loomis, le tueur du tout premier Scream. Ouais, pourquoi pas déjà ça. Ouais, mais pourquoi pas ? Je me suis dit, allons-y. Et puis, moi, j'aime bien le côté très méta de Scream. Je trouve que chaque film s'ancre dans un moment où l'horreur a changé au cinéma. En fait, Scream 1, 2 et 3 se foutent beaucoup de la gueule des slashers de l'époque, surtout qu'en plus Wes Craven était un maître du slasher, puisque c'est lui qui fait La dernière maison sur la gauche, Freddy les griffes de la nuit, La colline à des yeux. Ouais, clairement. Donc c'est un maître du slasher, il connaît les codes et il s'en sert et il les déconstruit dans chaque Scream. Et je trouve ça super intéressant moi, de le faire comme ça. Dans le 4... Alors, ouais, des fois, je trouve, on en a parlé, bon, on va pas spoiler, mais dans le prochain épisode, wink wink. Ouais. Mais oui, j'ai toujours un peu du mal avec ces démarches trop méta, un peu comme à la Matrix 4. Et malheureusement, c'est vrai que pour le coup, tu vois, il le fait pas beaucoup, le film, le Scream 7, là.
Non. Il le fait à la première scène, qui est une bonne idée, mais qui est mal exécutée parce que le réalisateur est un manche. Je suis désolé, hein, mais c'est vrai, il s'est pas filmé. L'action, c'est une catastrophe. Alors, le réalisateur, c'est Kevin Williamson et c'est le scénariste de tous les scrims de base. Alors, peut-être que c'est un bon scénariste, bon, ça, c'est pas la question. Mais en tout cas, c'est un mauvais réel. Hein. avec une caméra, il sait pas filmer l'action et c'est terrible parce que le découpage est pas bon et tout fait ultra nanar. En vrai, ça fait longtemps que j'ai pas vu un vrai nanar au ciné. Ouais, et en fait, c'est pas assumé, mais c'en est un. En vrai, c'est un vrai nanar. Et je trouve ça assez drôle. Et je pense qu'il se prend au sérieux, hein, c'est ça le pire. Je pense que dans sa tête, il fait un truc stylé. Ouais, non, mais oui. Du coup, c'est pour ça que c'est un vrai nanar. Ah, mais le truc stylé de base, il aurait dû être avec Melissa Barrera et Jenna Ortega, en fait. Parce que, en fait, Scream 7, ce qui s'est passé. En fait, c'est ça le gros problème de Scream 7. C'est que Melissa Barrera, elle a fait une prise de position pour la Palestine. Ouais. Et en fait, le studio qui est derrière les Scream 5 et 6, c'est Paramount. Paramount, le patron, c'est un copain de Trump. Voilà, tout s'enchaîne. Ouais. Du coup, Melissa Barrera se fait virer. Et puis, Jenna Ortega invoque un problème de planning et dit qu'elle ne pourra pas faire le 7. Bon, en vrai, elle s'esquive, officiellement, elle a dit ça. Officieusement, dans une interview, elle est revenue dessus l'an dernier en disant « En fait, j'ai pas voulu faire le 7 parce qu'il n'y a plus Melissa Barrera. » Et en fait, c'est complètement con de ne plus avoir Melissa Barrera parce qu'elle joue sa sœur dans le film. Et je pense qu'en fait, ils avaient peut-être écrit un truc bien ou quoi, mais ils ont vu que le 6 a cartonné, ils se sont dit « Il faut qu'on continue. Voilà. » Ils ont fait une merde pour continuer. Le 5 et le 6 ont fait des super scores au box-office. Ça a ramassé pas mal de thunes. Ils ont dit « Venez, on fait un 7. » On fait revenir Neve Campbell, on fait revenir... Courtney Cox est dans tous les Scream. Neve Campbell a pas fait le 6 parce qu'il y avait un côté en mode c'est bon, on passe le flambeau à quelqu'un d'autre. Du coup, c'était hyper intéressant de voir le 6. D'ailleurs, le 6, c'est le meilleur depuis le 1 parce que on part de Woodsboro et on arrive à New York. Et le 6, il commence par une scène de meurtre où on voit le tueur enlever son masque et on se dit ah ok, là tu m'as eu, comment ça se fait qu'on connaît le tueur tout de suite. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Donc du coup le film m'a eu là-dessus, il m'a eu sur tout un côté méta aussi puisque on retrouve dans chaque Scream un geek qui est fan de films d'horreur et qui décode les films dans d'horreur. Le 7, hein. Et dans le 7 on oublie ça. Si. Ça. En fait, il te joue sur les gars des personnages qui sont fans de true crime et tout, mais ils en parlent jamais en fait. Mais non, mais en fait la geek, c'est Miss Mindy, la geek. Non, mais t'as le fils de la voisine aussi. Ouais, mais non, mais en fait. Lui, c'est un fan de true crime aussi à la base. La journaliste avec Courtney Cox. C'est Mindy. Tu vois, il y a 2 journalistes avec elle qui se font planter à un moment donné là. Et en fait, c'est Mindy et elle est là depuis le 5 et c'est la geek. C'est la nièce de Randy dans le premier. Mais ça je sais, ouais. Et en fait, c'est la geek des films d'horreur. Elle connaît tous les codes de films d'horreur. Dans le 5, elle dit voilà, on est dans un requel. Ça se passe comme ça dans les requels. Elle a 3 phrases qui disent ça, plus ou moins. Ouais, mais dans le 5, elle a vachement plus d'importance. Et en fait, elle dit voilà, on est dans un requel, il se passe ça dans un requel, machin, tout ça. Donc elle décode le truc, elle décode le côté méta. Et derrière, le film défonce les préjugés du côté méta. Dans le 6, là, elle nous dit voilà, on n'est plus dans un requel, on est dans une franchise. Et ils se foutent un peu de la gueule tu vois, des multiples Vendredi 13 ou le Freddy les griffes de la nuit qui sont sortis. Je sais plus combien t'as de films, t'as 8 Vendredi 13 ou un truc comme ça. T'es dans une franchise où ça n'a plus aucun sens. Après, la gare, c'était le 7ème, ça n'a plus aucun sens. Ouais, mais jusqu'au 6, ça avait du sens. Ouais, d'accord. Non, mais là, pour moi, j'espère que c'est le dernier parce que c'était une purge. Hein. Tu m'as emmené voir ça parce que voilà. Mais moi, c'est. Honnêtement, je peux pas conseiller ça. C'était la grosse sortie de la semaine. Moi, je peux pas le conseiller. Non. Si vous avez regardé les Scream jusqu'au 6, restez au 6. Allez pas voir le 7. C'est du putaclic. Enfin, ça se voit même sur l'affiche. Hein. L'affiche a fait affiche de. Mais c'est vrai que je regarde l'affiche là, du coup. Et c'est terrible, elle est immonde. Hein. Regarde les autres affiches, tu verras. Tu vois juste genre le masque du tueur en forme de couteau. Des trucs. C'est hyper subtil, les autres affiches. Et là. Là, t'es dans Marvel, quoi. Ça part en sucette. Il y a un truc qui est terrible aussi avec ça, c'est que en fait, les meilleurs gimmicks du film sont dans la bande-annonce. Oui. Et ça, c'est interdit de faire ça. Et on s'est bien fait chier pendant le film parce qu'il se passe pas grand-chose en fait. Et en fait, les meilleures scènes sont dans la bande-annonce. Littéralement, t'as une scène dans la bande-annonce qui est quasiment à la fin du film. Oui. Et j'étais en mode, mais ils vont nous mettre la fin en plus dans la bande-annonce, quoi. Pratiquement. Ouais. Et le réalisateur a 2 idées.
c'est-à-dire jouer sur l'apparition du masque dans l'ombre ou à travers des bâches, j'en dirai pas plus. Et jouer à travers ce qu'il peut y avoir derrière un mur. Ça s'arrête là. Voilà, c'est ces deux idées de réalisation. Le truc derrière un mur, c'est l'idée de réalisation de tous les scrims. Hein. Ouais, mais il le fait. Il y a une scène qui est bien d'ailleurs, qui est dans la bande-annonce, qui est stylée là-dessus. C'est une des rares scènes où je suis en mode ouais, c'est bien, c'est cool. Ouais, c'était créatif, c'était voilà. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Franchement, c'est deux seules idées de réal. Le reste, c'est une catastrophe. Courtney Cox revient. La pauvre, elle est tellement botoxée qu'elle peut plus faire aucune émotion. Ouais, encore, elle a enlevé beaucoup parce que je trouve que dans le 4, ouais. elle est pire. Oh, ouais. Mais elle est tellement. Je suis désolé, hein, c'est triste ce que je veux dire. Mais elle disait qu'elle enlevait beaucoup ses fillers et tout. En ce elle moment. est remplie tellement de plastique qu'elle peut plus faire aucune émotion. Pourtant, c'était une actrice que j'adorais, mais elle transmet plus rien. C'est un robot. Et puis en plus, toi, t'as fait un saut du 1 au 7 là. Ah bah oui, t'as pas vu sa transformation. Non, mais je l'ai revu là-dedans, j'ai fait mon Dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait quoi. Mais même Neve Campbell, elle vieillit mieux, je trouve. Ouais, non, ça va, franchement, on la reconnaît, elle vieillit bien, tu vois, elle vieillit normalement. Ce qu'elle s'est fait à elle-même, Courtney Cox, c'est contre nature. Enfin, je suis désolé, c'est terrible ce que je veux dire, hein, mais c'est. Pourquoi elle a fait ça, quoi? Vraiment, c'est ce qu'elle a fait à son visage, parce que... Il y a beaucoup d'acteurs qui ont des problèmes avec ça. C'est terrible de faire ça. C'est beaucoup lié à de la dysmorphophobie ou des trucs comme ça. Non, je suis d'accord, mais ce qu'elle a fait à son visage, au-delà de le physique et tout ça, c'est personnel, on s'en fout. Mais je veux dire, en tant qu'actrice, elle peut plus faire aucune émotion. Et elle a gâché... En fait, un acteur, son visage, c'est important. C'est son émotion. Et du coup, je trouve que elle peut plus rien jouer. Enfin, je suis désolé, mais elle arrive à rien jouer. Et quand je les voyais dire leurs répliques, là, j'étais en mode, s'il vous plaît, arrêtez ça tout de suite, c'est plus possible. Ouais, non, laissez la famille Prescott tranquille, on en a marre, arrêtez Scream. C'était très bien le 6, puisqu'il n'y avait plus Neve Campbell, il n'y avait plus les Prescott. Ça a changé un peu. Il y avait le terrain de chasse qui était à New York, donc c'était vachement plus intéressant. Ouais, là, le fait que ça revienne à la campagne en plus. Et ils nous sortent un Ghostface avec un fusil à pompe dans New York. Je trouvais ça assez, ça doit être stylé, ouais. assez stylé, même s'ils s'en servent pas beaucoup, ils auraient pu s'en servir beaucoup plus. Moi, j'ai trouvé ça stylé. Et un Ghostface qui est sans pitié, puisque il y a une scène dans le 6 où ils rentrent dans une supérette. En fait, d'habitude, les Ghostface tuent des gens qui sont en relation avec eux. Là, ils rentrent dans la supérette, ils tuent tout le monde. Les premiers innocents qui se pointent, ils donnent un coup de couteau. Et tu sens la violence du film qui a pris un gap. Et c'est pareil. Voilà, c'est gore dans le 7, mais... Non, là, dans le 6, c'est la violence. C'est différent. C'est pas le gore, c'est la violence. Et du coup, comme je disais, chaque film Scream s'ancre à un moment donné où l'horreur change de main. Là, tu as eu... Donc, à l'époque, quand Scream 1, 2, 3 sont sortis, c'était les slashers qui étaient tournés en dérision parce que tout le monde en avait marre de voir des slashers. Quand le 4 sort en 2011, donc déjà 11 ans après le 3, ils vont chercher Emma Roberts et Rory Culkin en acteurs principaux, en plus de Neve Campbell et tout. Et ça s'ancre sur la partie cinéma gore. À cette époque-là, on avait déjà les sauts, tout allait de plus en plus gore. Et ça fait du bien de voir un slasher à ce moment-là. Moi, je me rappelle quand j'avais été voir le 4 au cinéma, je me suis dit, oui, ça fait du bien. J'en ai marre de voir des sauts, des gens qui se coupent des bras et des trucs avec surtout de que moi, c'est partout. pas un cinéma qui me fait peur, le gore, tu vois. Non, moi non plus, ça me fait pas peur, c'est juste dégueulasse. Ouais, non, mais il y a des gens pour qui ça fait peur, tu vois. Ouais. Je sais que Charlotte, c'est un cinéma qu'elle peut pas voir quand il y a de la violence, du gore et tout, c'est pas possible. Ouais. Moi, c'est les trucs d'esprit et les trucs d'atmosphère qui me font peur. J'aime bien ça. Et là, il n'y a pas une seule seconde où j'ai eu peur, tu vois, dans Scream. Il y a 3-4 screamers de putes qui te font sursauter. Ouais, même pas. Mais alors, moi qui ai vu les 6, je les ai vus arriver à 4 km, les screamers. Mais tu sais, t'as la télé au cinéma, t'as le Dolby Surround, t'as la musique, ça te fait sursauter. Mais je peux pas appeler ça de la peur. Enfin, je suis désolé, mais il n'y a pas une seule seconde où j'ai eu peur. Et c'est triste de dire ça, mais ouais. Non, mais moi, Scream ne m'a jamais fait peur. Pour moi, c'est plus un thriller qu'un film d'horreur. Ouais, c'est dommage parce qu'il y aurait de quoi. C'est un gros whodunit en vrai. Non, mais ouais, mais tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, je préfère 1000 fois regarder à couteau tiré que si je veux chercher. Ouais, après Scream, je trouve qu'il y a un côté un peu plus. Rigolo, un peu plus loufoque aussi. Ouais, tu vois, quand le 5 il arrive, il est pareil 11 ans après le 4. Donc quand il sort, l'horreur a changé et on parle d'Elevated Horror. Et le personnage de Jenna Ortega, c'est le premier personnage, donc c'est censé être la première fille qui meurt, mais bon, spoil, elle meurt pas. Mais elle te parle d'Elevated Horror en mode oui, moi je préfère The Witch ou Hérédité ou des trucs comme ça, tu vois. Et c'est marrant de voir à quel point l'horreur a changé au fur et à mesure du temps.
Et Scream, il avait ce côté qui marchait très bien. Et là, je trouve que le 7 ne sert à rien. En fait, ils auraient dû s'arrêter aussi. C'était très bien. La fin du 6, c'était top. Ouais, c'est tout. Il n'y avait pas à faire un 7. En tout Ou cas, alors, il y avait peut-être un 7 de prévu avec Melissa Barrera et Jenna Ortega qui pouvait être très bien. Ouais, mais qui n'a pas été fait. Qui a capoté à cause du renvoi de Melissa Barrera. Ce qui est extrêmement problématique, je trouve. Enfin, tu renvoies pas une actrice, surtout quand tu fais des scores comme le Scream 5 ou Scream 6. Ouais, mais je pense que c'est. Tu renvoies pas tes actrices principales. Mais je pense qu'ils vont s'en mordre les doigts parce que ça va pas marcher, cette histoire. Bah, il marchera pas. Puis en plus, le film sort, il commence à faire 15 degrés à Lille. Donc forcément, il n'y a plus personne dans les ciné. Tout le monde est au bar. Donc... Ah, mais c'est drôle parce qu'on a commencé le mois avec un mauvais film d'horreur, on le finit avec un mauvais film d'horreur. Et voilà, c'est tout. Bon, bah, écoutez, c'était les films de février. Si je me trompe de scène, ça va pas le faire. Voilà, on n'a rien vu. C'est la magie du montage. Mais non, c'était un très bon mois de février pour le cinéma. Ouais, il y a aussi plein de films qui sortent en mars. Mars sera plus tranquille. Alors, oui et non. Non, mais il y a moins de films. Déjà, 18 mars, t'as quand même oui, il y a Projet Dernière Chance et tout. C'est quoi le film de Dujardin, Les Ombres et les Lumières, je crois. Ombres et Lumières, ouais, c'est ça, ouais. Mais tu vois, t'as ça, t'as Jumpers, t'as The Bride. Mais tout ça, c'est la semaine prochaine. Hein, ouais, il y en a 4-5. Mais là, il y a un autre film la semaine prochaine. Là, c'était au-dessus quand même. Enfin, tu vois, on en a eu 7, on n'a pas pu voir tout ce qu'il y avait. Il y en a 3 ou 4 mercredi prochain. Non, mais là, on a loupé Hurlevent. Oui, on l'a pas vu. Qui était un carton aussi, tu vois, qui est un gros film qu'on aurait pu parler, mais on n'a pas pu le voir. On a décidé de aussi de pas le voir, de côté. Ouais. Enfin, moi, je suis pas un grand fan d'Emerald Fennell, donc j'aime pas Solburn. Puis ça m'intéressait pas spécialement, mais il y avait ça, il y avait. Ça m'intéressait. En vrai, Emerald Fennell, elle a quand même une réelle qui est hyper léchée. Non, mais je pense que la photo est belle. C'est super beau ce qu'elle fait. Par contre, ces films remaniés à la sauce, là. Hurlevent, il est entre guillemets, c'est pas pour rien a priori. Donc, non, mais puis il y avait ça, il y avait Marsupilami, il y a d'autres films qu'on n'a pas pu voir. Il y a vraiment eu beaucoup de choses en février. Énormément de films. Il y a eu des gros films américains qui sont sortis. Donc, en général, on privilégie le cinéma américain parce que on sait que ça marche plus que le cinéma français. Puis on aime bien aussi le cinéma américain. Non, moi, c'est plus. Moi, je préfère le cinéma de genre et voilà. Oui, c'est aussi. Tout. C'est ça que je préfère, c'est tout. Mais. Après c'est des goûts, des couleurs. Forcément on privilégie les trucs qu'on a envie de voir aussi, tu vois, à la fin. Ouais, complètement. Et ouais, alors après moi j'avais plein de films français que je voulais voir aussi, mais j'avais pas le temps. Il y a un moment, j'ai déjà vu 7 films au ciné. Il y en a déjà 2 qui font 2h30. Ouais, non, c'était un sacré mois. En tout cas, écoutez, merci aux personnes qui sont passées sur le live. Je pense qu'on a fait le tour. On se revoit nous pour les Oscars la prochaine fois. Ouais, dans 2 semaines. Petit prono, ouais, dans 2 semaines, je pense, oui, c'est ça. Ça nous laissera le temps de préparer, de voir les derniers films qui nous manquent. Moi, j'ai rattrapé Zootopie, il me reste Arco, et j'ai encore quelques films d'animation à voir. Faut que je regarde Amélie, la métaphysique des tubes. Je regarde Un simple accident. Ouais. Sirat, par contre, tu vois, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal à me lancer dedans. Écoute, je vais rien dire, on en reparlera au live. Ouais, voilà. Si j'arrive à le regarder. Mais... Et sinon, j'en parlerai tout seul parce que du coup, je l'ai rattrapé. Non, j'essaie de le regarder. On a 2 semaines pour regarder ça. Arco, ça devrait être pas mal. Ça. Ouais, je suis curieux. Plus je vois des trucs sur Arco et plus je suis hypé par le truc. Amélie, la métaphysique des tubes, faut que je le regarde. Ça a l'air très très beau. C'est mignon. Ouais, ça a l'air très très beau. En plus, il est pas long, il fait 1h15. Ouais, c'est bien. C'est trop bien. Mais tu les sens passer quand même. Ah ouais? Ouais, c'est un peu lent. Bon, après, ça, c'est les goûts. Après, c'est un bouquin d'Amélie Nothomb. Ouais, c'est ça. C'est quand même particulier d'adapter du Amélie Nothomb. Mais l'animation est très belle. Mais ça, on aura le temps d'en reparler pour les Oscars. En tout cas, merci à tous d'être passés. Et puis, nous, on se dit une prochaine fois pour un prochain live. Bah ouais, une prochaine fois pour un prochain live. Et je te laisse le mot de la fin. Bah ouais, regardez des films et allez au ciné. Allez, ciao.